Salut les truffes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, j'avais un petit peu de travail, le temps de mettre en place le nouveau studio pour mieux vous accueillir, pour pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité et avec un meilleur matériel. Alors j'ai profité du confinement pour aller me promener un petit peu sur les réseaux sociaux, notamment sur différentes pages Facebook et des chaînes YouTube. J'ai vu plusieurs phrases, des thèmes qui étaient souvent abordés, que ce soit par écrit ou par vidéo. Il y en a quelques-uns qui m'ont dérangé un petit peu pour différentes raisons. Ce qu'on va faire, c'est que là aujourd'hui, on va regarder tout ça et on va en parler ensemble. Allez, go! Première phrase que je retrouve énormément. Alors pour le coup, vous allez dire que je tape que sur eux, mais vous en faites pas, je vais me faire les autres aussi dans la foulée. Beaucoup sur les groupes, beaucoup dans le positif. C'est ne jamais dire non à un chien. Et il faut attendre qu'il adopte le bon comportement pour le renforcer. Alors ça, c'est un peu en deux parties. Le fait de ne jamais dire non à un chien, ou qu'il ne faut pas dire non à un chien, c'est pas que faux. C'est faux, mais c'est pas que faux. C'est-à-dire que le chien a besoin de connaître ce qu'on appelle un disruptif. Un mot ou un bruit, quelque chose qui va l'arrêter. Concrètement, le non, c'est le plus simple. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le fait de dire seulement non à un chien et de ne pas le rediriger vers un autre comportement, une autre attitude, ça pour le coup, ça sert à rien. Voilà, le chien part vers un stimuli qui l'intéressait, non, il s'arrête au pied, non, couché. Voilà, on va simplement lui donner une alternative. Le non en soi n'est pas un comportement, c'est simplement un ordre d'arrêt, ce n'est pas un comportement. Et on doit aider notre chien en lui donnant le comportement qu'on veut qu'il adopte. Donc bien sûr qu'il faut apprendre le non à son chien, mais pas s'arrêter là, il faut qu'il y ait un petit peu plus. Le côté ne renforcer que le comportement souhaité et ignorer les mauvaises actions, c'est très bien quand on a un tout petit chien et qu'il est gentil. Si on se retrouve avec un malinois qui a tendance à envoyer les dents ou à mordre, s'il est accroché au bras, on fait quoi? On attend gentiment que lui il nous lâche, et quand il nous a lâché, on lui donne une petite friandise pour lui dire là c'est bien, ça c'est bien ce que tu as fait. Non, clairement, voilà, au bout d'un moment c'est aberrant. Oui, bien sûr, quand le chien nous propose quelque chose d'intéressant et qu'on veut renforcer, bien sûr qu'on va renforcer ce comportement par du positif, on est d'accord, mais il faut aussi pouvoir mettre un arrêt, un stop à des comportements qui nous déplaisent. Voilà, on ne peut pas juste se permettre d'ignorer et d'attendre que ça se passe différemment. La deuxième chose que je vois beaucoup, notamment sur des articles et des publicités, je vois qu'on vante les mérites du harnais pour éviter que le chien ne tire en laisse. En général, c'est toujours accompagné d'un petit moins 10%, moins 15% avec le code promo qui va bien, voilà, tant qu'à faire. Un harnais, c'est un outil qui permet la traction. Ça va permettre au chien de tirer, donc d'avoir une traction dans de meilleures conditions et que ce soit plus confortable. Ce n'est pas un outil pour apprendre la marche au pied. Ça en va encore dans quelque chose qui moi me dérange un petit peu, c'est-à-dire que effectivement le chien ne maîtrise pas la marche au pied, tire en laisse. Quand il se met sur un collier, qu'il soit un collier d'éducation, dit étrangleur ou un collier plat, au bout d'un moment, il s'essouffle, il s'étrangle, il tousse, il vomit, c'est effectivement désagréable. Et du coup, pour se donner bonne conscience, c'est plutôt qu'éduquer notre chien, on lui met un harnais. Il tire toujours autant, mais il souffre moins. La meilleure des choses est d'apprendre les deux à notre chien. C'est-à-dire, quand je te place un harnais, tu as le droit de tirer, et on va s'en servir en canicross, en cani-VTT, en rando, voilà. Donc plusieurs situations où effectivement la traction est intéressante et elle est désirée par le maître. Et dans ces cas-là, effectivement, on met tout ce qu'il faut en œuvre pour que ce soit le plus confortable possible pour le chien. Par contre, le mieux étant de lui apprendre à marcher au pied, tout simplement, à ne pas tirer en laisse. Et ça, c'est un autre apprentissage que le harnais ne favorise pas. Allez, on continue. Ah oui, ça, celle-là, je l'adore. Pour éviter que votre chien déclenche sur un autre, par exemple, il faut lui donner une friandise quand on croise un chien, justement, pour détourner son attention. Donc là, on est en plein dans les techniques de déviation. Alors ça, pour moi, c'est encore une hérésie. Hérétique! Au fichier! C'est-à-dire que plutôt que simplement éduquer notre chien à bien se comporter, à apprendre à gérer ses émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il y a des chiens qui vont partir sur leurs congénères parce qu'ils veulent jouer et ils arrivent vraiment fort et ils sont vraiment dans l'excitation, et il y en a qui vont être plus dans l'agressivité. Au bout d'un moment, l'intérêt de l'éducation, c'est d'apprendre à notre chien à se gérer, à se comporter convenablement, à rester émotionnellement stable à ce moment-là.
à grand renfort de friandises, en fait, on ne fait que détourner le problème. Le jour où vous n'êtes pas suffisamment vigilant, qu'il y a un chien qui arrive sur un côté, vous ne le voyez pas ou autre, et que vous n'avez pas votre friandise prête, c'est fini. Vous allez vous retrouver dans une situation de conflit violente. La déviation n'est pas un apprentissage, c'est un tour de passe-passe. Voilà, on contourne le problème. À ce moment-là, effectivement, ça s'est bien passé, et c'est pas un apprentissage en soi. On continue. Oui, bien, je l'aime aussi. La cage. L'apprentissage de la cage, c'est une prison pour chiens, c'est encore une technique de gros bourrin, c'est pour les coercitifs et tout ça. Alors ça, c'est selon moi très important. Je dis pas que l'apprentissage de la cage est une obligation. En revanche, il faut quand même aussi observer un petit peu les chiens à leur état naturel, à l'état sauvage, se reporter un petit peu aussi au comportement des loups, qui sont quand même des cousins très proches pour eux. Ce ne sont pas des animaux qui sont à l'aise dans des grandes étendues, à découvert. Un loup, un chien, même en meute, va avoir tendance à chercher quand même une tanière, un endroit dans lequel il va pouvoir se sentir en sécurité, où il n'est pas obligé d'être dans l'hypervigilance permanente. En ce qui me concerne, j'ai habitué mes chiens à la cage, ne serait-ce que pour les trajets en voiture, qui pour moi sont bien plus sécurisés quand on peut les mettre en cage. Mais au bout d'un moment, la cage est à la maison, systématiquement ouverte, ça fait longtemps que je ne l'ai plus fermée, et c'est vraiment pas rare que je retrouve mes chiens couchés dedans. Ils sont apaisés, ils sont contents d'être dedans. Alors oui, on en revient bien sûr dans des phrases logiques. Laisser un chien 9-10 heures d'affilée dans une cage parce que quand vous n'êtes pas à la maison il fait de la destruction ou il s'inquiète ou autre, c'est pas une solution, on est d'accord, et ça devrait pas en arriver là. On a d'autres solutions pour limiter l'anxiété de séparation ou pour éviter les destructions. Ça, c'est le rôle d'un éducateur canin de vous orienter là-dessus. Mais une cage en soi ne doit pas être considérée, encore une fois, à grand renfort d'anthropomorphisme, comme une prison pour le chien. C'est un lieu de sécurité et de confort pour lui. Ok, on part de l'autre côté. Voilà, vous allez voir, je ne tape pas que sur les popos. Il faut dominer son chien pour qu'il soit obéissant. Là, on est au cœur d'un sujet qui divise beaucoup, qui est le sujet de la dominance homme-chien. Ou chien-homme, bien sûr. En fait, énormément de gens, en tout cas, ça commence à se perdre un petit peu, cette idée-là, mais pendant très longtemps, les gens pensaient qu'un chien désobéissant est un chien qui est dominant envers l'homme. Voilà. Ça, on en revient sur des études, je ne vais pas m'attarder là-dessus, en fait, où on a un petit peu confondu le loup, notamment le loup en captivité, qu'on a vraiment mélangé avec le chien, on a essayé de reproduire ce qu'on appelle l'effet de meute. Voilà. Il faut pas tout jeter, il faut pas tout prendre non plus, il y avait des choses intéressantes là-dedans. Le problème, c'est que, comme toujours, et comme sur beaucoup d'études, la plupart des gens ont pris certaines recommandations, certains constats au pied de la lettre, et ont dessus travaillé et potentiellement produit des erreurs. La chose étant, ça n'engage que moi, et je peux tout à fait me tromper, selon moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait une relation de confiance entre le chien et son maître. Il faut arriver à construire quelque chose de stable et cohérent. La cohérence, qu'est-ce que c'est ? C'est dire non quand c'est pas bien, dire oui quand c'est bien, tout simplement, avec les nuances que ça impose dans un sens comme dans l'autre. Mais en tout cas, il faut arriver à rendre ça stable. C'est-à-dire que faire de notre chien un enfant roi, à qui on pardonne tout, à qui on permet tout, sous prétexte qu'il est petit, il est mignon, il est poilu et machin, ça, pour moi, c'est se mettre potentiellement dans une situation compliquée. Et dans l'autre sens, l'utilisation de méthodes fortement coercitives qui vont certes rendre le chien obéissant, mais sur lesquelles il n'y a aucune relation réelle et fondée. Les fondations ne sont pas stables et à tout moment, on peut se retrouver dans des situations, encore une fois, très dangereuses, tout simplement parce que le chien travaille uniquement dans l'anxiété et ça peut mener à des morsures à lourdes conséquences. Allez, on continue. Mon chien est dominant parce qu'il monte sur le canapé, le lit, parce qu'il me désobéit. Ça aussi. Alors ça c'est magnifique parce que je l'ai vu sur un rapport d'un vétérinaire comportementaliste sur un de mes chiens que j'ai récupéré de l'euthanasie. Et dans l'analyse c'était le chien est dominant parce qu'il monte sur le canapé. J'adore. Non, le chien est opportuniste, c'est tout. C'est simplement qu'il a vu que le maître se posait à cet endroit-là, que ça avait l'air bien confortable. C'est un endroit sur lequel il peut souvent en général voir une interaction sociale, ne serait-ce qu'entre humains, et lui, le chien, veut participer à ça. C'est pas de la désobéissance, c'est pas de la provocation, c'est pas de la domination, de la dominance, de la dominure, on n'en sait rien, c'est de l'opportunisme. Voilà, ça a l'air confortable là où il s'est calé lui, je veux faire pareil. Un chien ne nous désobéit pas pour le plaisir de nous désobéir.
Voilà, c'est simplement que quand il va partir sur quelqu'un ou quelque chose, le stimuli est plus fort que le niveau d'obéissance qu'on lui a enseigné jusque-là. Quand il va monter sur le canapé, c'est parce que ça a l'air vachement plus confortable que son panier ou qu'être par terre ou que quoi que ce soit. Voilà, il faut simplement enlever encore une fois cette notion de dominant vis-à-vis de la désobéissance. C'est complètement faux. Allez, on enchaîne avec la suite. Alors ça, c'est beaucoup, pour le coup, c'est pas des phrases d'éducateurs canins ou de spécialistes. Je vois beaucoup, mon chien sait qu'il a fait une bêtise, je le vois à sa tête. Voilà, typiquement, je rentre à la maison, il a mangé les chaussures, je me rends compte de ça, et puis en fait, il fait sa petite tête, il a rabaissé les oreilles, il fait des petits yeux, machin. Le chien a une clairvoyance dans la lecture des émotions humaines qu'on soupçonne très peu au final. Donc concrètement, ce qui se passe, vous rentrez à la maison, si votre chien vous a mangé les chaussures, en général, c'est pas son premier coup. Donc déjà, vous êtes en stress, parce que vous savez qu'il vous en a déjà bouffé, les chaussures, le canapé, la télécommande, peu importe, il vous l'a déjà fait. Donc vous rentrez déjà avec une forme de stress en vous disant, c'est sûr, il m'a bouffé quelque chose. Vous rentrez, la première chose que vous allez chercher avant même de dire bonjour à votre chien ou de l'accueillir, c'est voir s'il a fait une connerie. Et vu qu'il a fait une connerie, vous montez en pression et ça se voit sur votre tronche. Même moi, je pense que même moi, si j'étais là à ce moment-là, j'ai pas besoin d'avoir la clairvoyance d'un chien ou la lecture des expressions faciales qu'ils ont pour comprendre que vous n'êtes pas content. Ils font une tête, eux, qui est en rapport avec la vôtre, tout simplement. Ils n'ont pas cette notion-là de concept de à 15h30, j'ai mangé une chaussure et machin, et maman elle rentre à 19h et elle est pas contente parce que j'ai mangé cette chaussure tout à l'heure. Non, vous faites la gueule, donc il fait la gueule. Il sait qu'il a fait une connerie? Non, il voit que vous n'êtes pas content. Elle est là la différence. Ce concept-là, pour le coup, c'est trop compliqué pour un chien. Il arrive à vraiment savoir que ce qu'il a fait 3-4 heures avant, c'est une connerie. Non. Voilà. Il va juste faire cette tête-là, et lui, la seule chose qu'il va comprendre, c'est maman est pas contente de me voir. Point. Pas elle est pas contente de me voir parce que j'ai bouffé la chaussure, ou papa d'ailleurs. Voilà, ils sont pas contents. Point. Mais ils savent pas pourquoi. Donc à ce moment-là, leur mettre une rouste avec la chaussure en question, l'objet du délit, du machin. Si vous n'avez pas pris dans l'instantané, ça ne sert à rien. Et au contraire, vous allez encore une fois entacher votre relation avec votre animal. Il va absolument pas comprendre pourquoi il en prend une. Alors, un grand moment. Ça aussi, c'est mes collègues éducateurs, pour certains, qui vous font des magnifiques pubs en vous marquant, notamment sur Facebook. Apprendre le rappel, par exemple, à votre chien en une journée, c'est facile. Vous savez, 21 jours, les copains, tout ça. Non. Alors, j'adore. Concrètement, apprendre les bases du rappel, par exemple, on va parler de ça. Oui, en une journée, en 2 jours, en 3 jours, bien sûr qu'on peut commencer à montrer à un chien comment se passe le rappel, voilà, on peut lui montrer les bases. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'un ordre soit acquis, il faut l'avoir travaillé dans énormément de conditions. C'est-à-dire que j'ai énormément de gens, moi, mes clients, vous avez le rappel avec votre chien? Ah oui, il revient bien. Bon, faut pas qu'il y ait d'autres chiens, faut pas qu'il y ait une balle, il faut pas qu'il y ait de la bouffe, il faut pas qu'il y ait la route, il faut pas qu'il ait... il est mieux avec ma femme qu'avec moi, machin. Il n'a pas le rappel, le chien, au final. Il a compris que dans un environnement sans stimuli, quand on l'appelle, il faut revenir. Mais en fait, dès qu'on rajoute du stimuli, il n'y a pas besoin souvent d'en mettre beaucoup, c'est fini, on n'a plus rien du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est notre rôle aussi, en tant que maître ou éducateur, de préparer notre chien à obéir dans le plus de circonstances possibles. C'est-à-dire que des ordres soumis à condition, c'est-à-dire il a le rappel si, c'est pas intéressant et ça peut potentiellement être dangereux. Donc c'est à nous de les préparer aux différentes situations, à rajouter du stimuli sous différentes formes pour que le chien puisse apprendre à obéir dans toutes ces conditions. Donc oui, apprendre la base d'un rappel, d'une marche au pied, peu importe l'ordre, en une journée, 2 jours, 3 jours, oui, ça va fonctionner. Par contre, pour le rendre pérenne et efficace dans le maximum de situations, ça prend du temps. Donc au bout d'un moment, les méthodes miracles où on va tout apprendre en 5 minutes, en 10 minutes, en 21 jours et tout ce que vous voulez, c'est très bien pour vendre des méthodes, mais concrètement, c'est aussi une petite forme d'arnaque parce qu'en fait, ils oublient de dire que ça, il faut le travailler énormément dans toutes les circonstances derrière. Voilà les copains, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait beaucoup de blabla celle-là, mais voilà, c'était, je pense, utile un petit peu de revenir sur ces petites idées-là, ces petits préjugés.
J'ai un petit peu tout survolé, je ne suis pas forcément rentré dans les explications détaillées, donc si pour vous il y a des choses qui ne sont pas claires ou que vous aimeriez que j'approfondisse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou en message, et voilà, je viendrai un petit peu plus dessus. Je voulais juste pas rendre la vidéo encore plus barbante. Voilà, je pense que j'ai déjà atteint un bon niveau. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voyez souvent des phrases ou des choses qui reviennent, et si vous voulez qu'on éclaircisse quelques points là-dessus, ce sera avec grand plaisir. En attendant, vous commencez à connaître un petit peu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant avec le petit bouton YouTube, tout ça, juste en dessous, à commenter, à partager si le cœur vous en dit. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et de vos loulous. Ciao!